ces illustres personnages du cinéma, du théâtre français, qui disait un jour dans une interview: je ne cautionne pas une vie sans spiritualité. Voilà, et c'est une évidence même. Je suis de chair, de cœur et de raison, mais je suis d'âme aussi. Et mon âme a soif, mon âme a besoin de nourriture, mon corps a besoin d'être entretenu par le sport, la nutrition, le repos, etc. Ma raison par mon intellectuel, par la connaissance, la culture, etc. Mon âme a besoin d'être nourrie aussi. Et donc c'est par la prière, par l'oraison, par la contemplation. Je suis un contemplatif à la base. Moi je voulais être moine quand j'étais plus jeune et prêtre plus tard. Parce que devant un lever de soleil, je fonds en larmes et j'y vois le Créateur. Je chiale devant une fleur qui se pose sur un papillon, sur une coccinelle qui se pose sur une épaule, sur un jeune homme qui aide une mémé à traverser. Je chiale devant ça, d'émotion, parce que j'y vois l'amour, j'y vois la lumière, j'y vois la vie, profondément à la fois équilibrée, fragile et tellement intelligente, tellement, comment dirais-je, tellement intelligente, j'ai pas d'autre mot en fait. L'intelligence de la vie, quoi, la beauté de cette créativité, de cette création, où je me dis que derrière il y a un créateur en fait. Voilà. Et c'est en cela que c'est une joie pour moi de pouvoir avoir cet esprit de contemplatif et de m'émerveiller devant la nature. Et aujourd'hui, en effet, à travers ces films et les témoignages qu'on livre et qu'on nous donne devant nos caméras, eh ben c'est un peu le prolongement de ma vie contemplative, ces films. C'est un peu le prolongement de nous-mêmes, ces films, en fait. C'est des actes d'amour, chaque film, des actes de foi, pour montrer justement que vous ne voulez pas l'entendre, j'ai compris. Vous ne voulez pas parler de Dieu, entendre parler de Dieu, de spiritualité. Vous ne voulez pas d'affiches, de films chrétiens. Vous voulez faire éteindre tout ce qu'il y a de chrétien en France. Plus de Noël, plus de Pâques, plus de machin. Vous voulez faire disparaître tout ça. On a bien compris, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a encore des catholiques. Il y a encore des chrétiens, il y a encore des âmes qui sont en quête et qui croient et qui ont la foi. Et ma foi, il va falloir faire avec. Et je pense que il y a un réveil. Alors il faut être relatif. Hein. C'est 200 000 entrées. On est juste 80 millions en France. Hein. Ou 75 millions, ou 70 millions, peu importe. Donc ça veut dire qu'il y en a 69 800 000 qui ne verront pas le film. Voilà, donc le verre à moitié plein, à moitié vide, mais voilà, faut relativiser quand même, c'est des petits chiffres tout ça. Mais en effet, je pense très sincèrement que ce raz-de-marée, on va appeler ça ce bébé tsunami de 200 000 personnes qui sont venues voir ce film et qui sont ressorties pour la plupart enchantés et qui y retournent et qui en font la promo. On n'a pas eu besoin d'affiches du coup parce que c'est eux, c'est le public, les affiches du film. Donc voilà, et ils font le job à notre place et c'est merveilleux. On montre qu'il y a quelque chose que l'État, la politique, la philosophie aussi, et uniquement l'intellectualisme ne suffisent pas à tendre au plein épanouissement de chacun et de chacune. Déjà, il faut comprendre que l'ufologie, c'est pas une discipline scientifique. On peut approcher l'ufologie de plein de manières différentes. Moi, je suis psychologue de formation, mais on peut l'approcher aussi à travers l'astronomie. C'est ce qu'on a fait là un peu avec Uma Uma, mais je suis pas astronome, je n'ai pas les compétences scientifiques. Mais à travers la statistique, à travers l'anthropologie, à travers la sociologie, à travers les sciences dures, les maths, etc., la physique, enfin voilà. Le phénomène OVNI, en fait, il est matériel, donc il se prête à l'analyse, je dirais, via des sciences dures, mais il se prête aussi une analyse via des sciences qui sont plus molles, comme la psychologie. Et moi, c'est l'approche que j'ai privilégiée parce que c'est mon expertise, m'intéresser aux témoins et m'intéresser à l'impact qu'a le phénomène sur les témoins. Mais pourquoi l'ufologie, c'est sérieux? Alors, je disais ça en préambule, c'est parce que c'est pas une discipline scientifique. Donc, on peut l'approcher de différentes manières. Mais je crois que, enfin, je suis même convaincu que c'est sérieux parce que c'est un phénomène déjà qui a toujours été là parmi nous, en fait. Et beaucoup de sociologues ont essayé des rationalistes, hein, ont essayé d'écarter ce phénomène d'un revers de la main. Mais ils n'ont pas réussi en disant, par exemple, que c'était un effet de la guerre froide, que c'était des campagnes de désinformation, je dirais, qui cherchaient à noyer ou à cacher des projets de prototypes secrets. Et on voit que le phénomène OVNI est toujours là, en fait. On a beau essayer de le dégager, de le nier, de ne pas le voir, il revient toujours de plus belle. Donc déjà, je dirais, c'est la durée du phénomène, la longévité sur le temps long qui témoigne de son existence, avec des invariants, avec des comportements qu'on retrouve d'une époque à une autre.
C'est aussi la qualité des témoignages. On a des témoignages, alors on a des personnes lambda qui observent des ovnis, c'est la plupart du temps le cas, mais on a aussi énormément de pilotes, on a des scientifiques, on a des gens qui sont rompus à l'observation, des pilotes, oui, j'ai dit, on en a des milliers. Et puis si je dois donner un cas si je devais aller au tribunal, disons, on va dire, plaider pour l'existence des ovnis, j'aurais beaucoup de cas à présenter, mais je présenterai celui du cas du Nimitz. Tu en as peut-être entendu Alors, parler. c'est un navire américain. Ah, c'est ouais, plus qu'un navire, c'est un porte-avions nucléaire. Et pendant plusieurs jours, ce Nimitz a été, je dirais, visité par des ovnis. Et ce qui s'est passé, mais c'est un cas qui est bien connu maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ces ovnis ont été observés sur radar, et puis il a été décidé d'envoyer des pilotes de chasse pour intercepter cet ovni. Cet ovni a été non seulement observé par les membres de l'équipage des navires, mais également détecté sur plusieurs radars, dont les radars des avions de chasse, mais aussi les radars d'avions et d'avions de surveillance, hein, et également des porte-avions, mais également observé par les pilotes et pris en chasse par les pilotes et par plusieurs pilotes. C'était en quelle année, ça? 2004, sauf erreur. La médecine, ça n'existe plus aujourd'hui. Ou plutôt, toute la crise a été l'occasion de chercher à faire disparaître la médecine. Et donc, tout ce qu'on a appliqué était contraire, là encore, à tout ce qu'on sait devoir faire, c'est-à-dire les bases élémentaires et notamment l'éthique basale de la pratique médicale, mais aussi comme reflet de cette corruption systémique des systèmes de santé. Parce qu'au fond, aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu dans cette crise, un remède qui ne rapporte pas des montants faramineux à l'industrie pharmaceutique est la cible d'attaque pour qu'il ne fasse pas obstruction au fait de fourguer des produits hyper coûteux. Et en fait, toute la pratique médicale est prise en otage par ce modèle. Il y a d'ailleurs une clause étonnante pour la mise sur le marché de nouveaux médicaments, qui est la clause de non-infériorité. C'est-à-dire, pour qu'un nouveau médicament soit accepté pour une pathologie, il ne faut pas qu'il soit meilleur que ceux dont on dispose, il faut qu'il ne soit pas inférieur. Tu vois ? S'il n'est pas inférieur mais qu'il n'est pas meilleur, quel est l'intérêt de le substituer, sachant que de surcroît, les pharmas ont des pratiques lucratives absolument scandaleuses. Le prix de certains traitements, enfin, tu as peut-être vu sur des maladies orphelines où on arrive à des millions de francs, avec de surcroît des circuits économiques, je me permets de le mentionner, qui sont dévoyés, parce que souvent un des contre-arguments, c'est le fait de dire oui, mais les pharmas investissent beaucoup en recherche et développement. C'est faux. La recherche et développement, elle se fait sur des fonds publics dans les universités. Une fois que ça a franchi un certain nombre d'étapes, à ce moment-là, les pharmas peuvent racheter, évidemment avec une plus-value par rapport à la réalité des dépenses qui ont été faites, mais relativement faible. Et si les dernières étapes sont franchies, à ce moment-là, ça devient le jackpot et le pharma. Voilà. Et donc, au fond, avec très peu de risques, très peu d'investissements, mais cette stratégie de mettre en échec tous les remèdes bon marché, notamment ceux qui sont tombés dans le domaine public, comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, parce que même s'ils sont très efficaces, eh bien, ça ne permet pas de générer du revenu, alors que générer du revenu est devenu la principale raison d'être des pharmas. Et là, on voit ce dévoiement du capitalisme de connivence, où finalement, le but in fine de toute l'activité de tous les acteurs de soins, c'est que la population soit en meilleure santé possible. Or, tu sais par exemple que le pays au monde où les dépenses de santé sont les plus élevées, ce n'est pas la Suisse. En proportion de la population, c'est les États-Unis. Et c'est là où l'espérance de vie ne cesse de reculer et le nombre de pathologies chroniques dont souffrent les gens a explosé au cours des dernières décennies. Comme je le disais tout à l'heure, en le dévoyant un peu, mais le proverbe russe dit « Un pessimiste est un optimiste bien informé ». Et je pense que déjà, nous sommes dans une guerre de l'information. Nous sommes en guerre tout court. Depuis le 16 mars 2020, officiellement parlant, même si on peut dire depuis 1789, mais disons que depuis 5 ans, on a changé de paradigme. Nous vivons en dystopie. Il suffit de regarder Black Mirror. Moi, je me fais pas mal de films dystopiques en ce moment, qui datent de 2020, en plus, 2020, 2024, etc. Il y en a un, c'est IX 2048, un truc comme ça, sur l'histoire de clones, ou alors des trucs sur la puce, etc. Regardez ces films-là, parce que c'est ça qui est notre actualité.
et qui se prépare par la suite, parce que l'histoire de clonage, ça fait très longtemps que ça existe, l'histoire de transhumanisme, etc. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le transhumanisme, l'intelligence artificielle, et j'en discute beaucoup en ce moment, notamment avec des scientifiques, parce que j'aurai l'honneur de recevoir Jean-Pierre Petit le 19 décembre, ce sera mon dernier invité de l'année, et on est assez en désaccord sur l'intelligence artificielle, paradoxalement, c'est-à-dire que je suis plus vieux mentalement que lui physiquement. Mais ça, je ne m'en suis jamais caché. J'ai toujours été un vieux con dans ma tête. Ça, c'est aussi peut-être lié à mon éducation, mais j'ai aucun remords et aucune honte avec ça, au contraire. Mais par contre, je dis aux gens qui nous regardent, protégez les enfants. C'est la seule chose déjà à faire dans l'immédiat. Je vais faire une émission vendredi avec Jacques Thomé et Séverine Rava qui revient. On va parler de la pédocratie à la française. Je pense que nos enfants sont en grand danger parce que la guerre les concerne aussi et parce que demain, ils seront à notre place. Et que si demain, à notre place, ils sont des Michel Drucker qui ont peur de tout, de la moindre petite bébête et de la moindre petite maladie, on n'est pas dans la merde. Parce qu'on les a incités durant le Covid. La génération Covid là, qui est née ces 5 dernières années, va falloir se lever de bonne heure. Et moi, ce qui me sidère le plus, c'est les gens qui me disent je ne vais pas faire d'enfant parce que ça va trop mal. Justement, c'est ce que le système veut. Et c'est ce que je viens de lire ce matin. Le but, c'est ça. C'est d'empêcher les gens de se reproduire. Est-ce que vous croyez que Madame van der Leyen, qui a quand même 7 enfants, pas 1, pas 2, pas 3, hein, elle en a 7, famille nombreuse, hein. Puis ce n'est pas des enfants qui sont à la rue, hein. Ils sont chez McKinsey, Vous croyez qu'elle s'est posé la question de sauver la planète, elle ? Vous croyez que M. Sarkozy, qui fait l'œuvre d'une propagande, mais alors je crois que depuis Goebbels, on n'avait pas fait à ce point-là, pendant que Rainer Fulmich est en train de croupir en tôle dans l'indifférence générale, M. Sarkozy, il a 5 enfants, dont un qui veut être maire de Menton, alors qu'il n'est pas du tout du coin, hein, mais bon, c'est pas grave. Un autre qui était à un institut, là, Jean Sarkozy à une époque, etc. Donc, à ça. Ensuite, autre chose, M. Fillon qui avait 6 enfants, M. Hollande qui en a 4, dont un qui est marié avec une présentatrice télé, avec un népotisme qu'on connaît. Vous croyez que Léa Salamé et M. Glucksmann, quand ils ont fait un enfant, ils se sont dit, bon, on va s'arrêter à 1 parce que on ne sait jamais. Posez-vous la question de savoir comment le système pense et vous comprendrez à quel point on vous prend pour des cons, en fait. C'est ça la réalité. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand je vois des jeunes dire, voilà, mais je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Si nos grands-parents, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient décidé de « Oh putain, on risque de devenir allemand sous l'occupation », vous savez, avec le narratif mainstream habituel, et de se dire « Voilà, et Sam a tout à fait raison, parce que je l'ai déjà dit en émission, où vont ces enfants à l'école, les enfants de Bill Gates, etc. » Ils retournent là où j'ai été moi-même dans les années 90. Le papier, le crayon, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, interdiction du portable et quoi que ce soit. 1996, Riyad, Arabie Saoudite, John Brennan est le chef de la station de la CIA. C'est lui qui supervise plusieurs dossiers sensibles, dont la délivrance de visas à certains ressortissants saoudiens. 15 de ces noms figureront plus tard sur la liste des pirates de l'ère du 11 septembre. Une simple coïncidence ? Brennan n'a jamais répondu clairement. Après les tours jumelles, il devient l'un des cerveaux de la guerre contre le terrorisme. Sous Obama, il orchestre les frappes de drones au Pakistan, au Yémen, en Somalie, des milliers de cibles éliminées, mais des centaines de civils aussi. En 2011, il déclare fièrement « zéro dommage collatéral ». Les chiffres pourtant racontent une autre histoire, et dans le chaos du Moyen-Orient, un monstre se forme, Daesh. Pendant que la CIA traque les talibans, des cargaisons d'armes disparaissent, des réseaux rebelles prétendument modérés se renforcent mystérieusement. Et si ces alliances, ces absences d'action avaient favorisé la naissance de ce que l'on allait appeler l'État islamique? Daesh a prospéré dans les vides que l'Occident a laissés, et au centre de ce labyrinthe, les décisions ou les non-décisions de Brennan et de Obama. Sous Obama, la guerre devient invisible, les bots quittent le sol, remplacés par les drones et les mercenaires. Les frappes s'enchaînent, souvent sans mandat. Des pays entiers deviennent des zones grises, on bombarde sans guerre déclarée, on tue sans procès.